Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et là je suis très content d'avoir avec moi une certaine joueuse de Fedora 1, Fedora 2. Voilà, c'est Amélie Mahé, aussi connue sous son surnom de Amesh. Salut Amélie. Salut Thierry, comment tu vas? Bah très bien, très bien. Bah, j'aimerais bien parler de ta semaine plutôt, parce que t'as eu une super semaine si je me trompe pas. Ouais, ça a été une semaine très chargée où j'ai reçu un prix avec le lycée, avec mes élèves de première pour le concours de la résistance, donc un prix académique. Donc c'est vraiment trop chouette parce que c'est la 3e fois que j'ai ce prix en 4 ans et ce qui nous conduit aussi à être qualifiés pour la partie nationale, donc notre projet, dont je ne peux pas vous donner des détails de peur d'être disqualifié, mais part à Paris cet été. Et si jamais on a un prix, eh ben on ira à Paris en novembre recevoir ce prix. Donc ça c'était plutôt la partie cool au lycée, et puis j'ai surtout fait ma grande première à commenter un match en direct à la radio samedi soir, notre fameuse finale qu'on va débriefer avec vous ce soir. Ah bah trop bien, bah trop bien. Je te félicite pour ton prix en tant que prof. Moi j'ai passé 2 ans en tant que prof d'anglais dans les collèges et dans les lycées, donc je sais ce que c'est et c'est un sacré boulot. Donc je te remercie de la part de tous les parents et tous les élèves, et bravo pour ton prix parce que ça montre en fait tout ton engagement sur le terrain de rugby, oui, mais aussi dans les classes. Donc je te remercie pour tout ton temps et tout ton corps que tu donnes. Merci beaucoup. En parlant de deuxième, bah en fait c'est la 2e fois que tu commentes une match parce que aussi nous on a fait un live, je te rappelle, un live sur des femmes de Six Nations, mais ça devrait être super sympa. Si j'ai bien compris, t'étais en studio. Ouais, c'est ça. En fait, on avait Rémi Doutre, qui est un pote de fac. On s'est rencontrés, on jouait ensemble au rugby dans la même fac il y a 10 ans, et qui m'a fait rentrer à la radio il y a quelques mois où je fais quelques chroniques. Et lui a commenté en direct avec Guillaume Couquet, qui est très connu sur les réseaux pour être Guillaume le kiné, donc un ancien rugbyman un peu robuste qui fait plein de petites vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce que fait Guillaume. Donc les garçons étaient en live depuis le Stade de France, et moi avec ma copine Anaïs Génin, avec qui j'ai joué au rugby aussi au TCMS, on gérait le studio et on avait les commandes et les manettes depuis Toulouse, et donc les garçons commentaient, nous on réenchérissait, et c'était vraiment une chouette expérience de découvrir, de commenter un match en direct, mais un peu en décalé, parce qu'en fait on avait le son des garçons et nous on avait l'image 10 à 15 secondes après, donc c'était un exercice assez particulier, mais super expérience, je me suis régalée. Et puis en plus ça a un peu éternisé avec cette coupure qu'on a connu, mais voilà, on va le débriefer juste après. Ouais, bah chouette. Et t'étais un peu nerveux, on va dire, un peu de nerves avant? Et ouais, parce que faire une chronique c'est un peu différent. J'écris mon texte, je le peaufine, et puis j'ai 3 minutes à l'antenne où je me gère. Là, c'est prendre la parole en direct, c'est ne pas empiéter sur les autres. C'est encore un exercice différent de ce qu'on fait avec le podcast. Mais voilà, chacun a réussi à trouver sa place, et vraiment, je suis très reconnaissante qu'on m'ait laissé l'opportunité de tester ça. Et voilà. Donc a priori, ça s'est bien passé pour moi. J'ai eu des petits messages en off après, donc je suis vraiment très très contente, et ça donne envie de faire toujours un peu plus à la prochaine saison. Ah ouais, bravo, et peut-être un live sur place aussi, ça peut être chouette à creuser, ça peut être génial. Exactement. Bah écoute, avant d'aller attaquer ce fameux final qu'on a tous regardé, ou pas, bah, c'est pour ça, nos chers écouteurs nous écoutent pour avoir les débriefs du match. Juste un petit mot aussi pour le Water Rugby, j'ai pu échanger par texte avec notre ami Yann Delegue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est nouveau de cette année? Il a dit, voilà, c'est de 2 au 5 juillet, toujours pareil, avec plein de légendes de rugby cette année, plus de 60 en total, quelques niveaux, Zazenski par exemple, Lance du Coin, Bruce Delin, voilà, et aussi super plateau aux côtés des filles aussi, Marjorie Maillan, Combat Diallo et Camille Grassino aussi. Donc grande fête de rugby à Toulouse ce week-end pour de la dorade. Il y a 1500 joueurs et joueuses qui vont se donner un corps de joie, il a dit, corps de joie, de plonger dans la Garenne pour marquer les essais. Et notamment, il y aura ta fille. Ouais, exactement. Elle a une équipe avec ses copines. C'est toujours du très très beau monde, et c'est vraiment chouette de mêler des grands illustres du rugby masculin et féminin, et aussi les amateurs. Donc ouais, ça devrait être une très très belle fête à Toulouse ce week-end. Voilà, donc c'est jeudi pour les étudiants, vendredi pour les entreprises, samedi et dimanche pour les pros, et aussi voilà, il y a des tournois amateurs de rugby fauteuil aussi, et nouveauté, c'est un rugby pour des non-voyants, donc ça se peut être chouette. Et en plus il y a Jean-Luc Reichmann qui est le parrain de cette édition, donc 8e édition, ça devrait être super sympa. Allez, je propose qu'on passe tout de suite à ce match final de Top 14.
Alors samedi soir, je m'assois avec une fausse bière pour voir un vrai match de rugby, artistique on va dire le début avec la chorale, la danse et les drums. J'ai bien aimé, un peu de spectacle n'a jamais fait du mal dans ce sport un peu parfois brutal. Ma femme aussi, elle a trouvé ça très sympa. Les line-up, on a à Montpellier, il y a la mulet de Vanny Paulin, Nochi, Varag, voilà, il y a le Léo Colli aussi en 10 en remplaçant Vincent, un joueur que j'aime beaucoup en centre mais qui va pas rester longtemps. Ali Price, l'Écossais en 9, Tom Banks en 15, qui a eu une excellente saison. Pour Toulouse, il y a Ramos, Marchand, Flamand, Gourge, et tout ça, c'est sur le banc. Donc, vous imaginez, sur le terrain, c'est quand même du costaud. Il y a Crow, Willis, Meafou, Dupont, Ntamak, on connaît très bien cette équipe. Président Macron aussi, il le connaît bien, il prend du temps pour serrer la main de tout le monde, avec un petit mot pour chaque joueur. On risque d'être un peu en retard pour le match, monsieur le président, on y va. Les arbitres portent le numéro 84 pour ce match. Et voilà, Toulouse est en rouge, Montpellier est en blanc, et c'est parti pour le show. La première charge de Willis stoppée, net et direct. Montpellier est là dans les impacts, et sur le touche aussi, touche piquée par les blancs. Ça cogne à Saint-Denis, le tempête s'annonce, et Mouvaka aussi, avec la feinte du siècle. Dupont qui lui signale d'approcher plutôt vers le poteau, mais il est trop content pour marquer en finale, et il plonge dans le but, 7-0 pour Toulouse. Ntomak et Dupont vont vraiment mettre la tête en défense face aux gros avants de Montpellier, des déblayages assez dangereux à mon goût. Toulouse gagne la touche, mais Dupont avec un Chistra méga dangereux à 5 mètres de sa ligne, sa chambre entre Meafou et Varag. Montpellier est quand même très présent dans ce début de match. On ne laisse pas beaucoup d'espace pour les rouges et noirs. Vanny Paulin arrive à gratter, Montpellier arrive dans les 22 grâce aux avants. Teddy Thomas fait du catch et chope en pénalité. 7-3, c'est quand même un match serré. Willis ne perce toujours pas, mais Ntamak va passer une pénalité. C'est 10-3 et ça devient 10-6. Et voilà, un peu de jeu, le bel pour Dupont, mais Tao Fifanois va plaquer un et il va l'intercepter l'autre. Mêlé à 5 pour Toulouse, mais au fut presque, et voilà, doublé pour Movaca, 17-6. Et ça libère les rouges et noirs, ça commence gauche, ça va finir à droite. Kinghorn va faire le tour, Teddy Thomas longe la ligne de touche et Dupont va aplatir 22-6. Toulouse échappe un essai à la fin de la mi-temps, c'est 25-6. On a eu une première mi-temps ultra dominatrice de Toulouse avec deux fulgurances incroyables de Movaca. Je vous invite fortement à aller voir le ralenti de cette fin de passe qu'il a fait. On est sur un cas d'école de rugby. Il arme le bras, c'était incroyable. Il arme le bras, lance le ballon, tourne les épaules, regard à droite, et là d'un coup il change ses appuis à gauche et il a un boulevard pour aller marquer tout seul. On est sur une posture parfaite, et là où c'est incroyable à regarder, c'est que c'est un talonneur qui l'a fait. Alors après on connaît toutes les qualités de Movaca, on sait que le gars il est capable de dépanner à l'arrière quand Hugo Mola est dans la panade, mais là enfin voilà, ce geste technique il a séché l'ailier sur place. Le gars s'est arrêté net, n'a même pas essayé de rattraper le truc, il savait que c'était mort. Donc ouais, l'essai de Movaca est incroyable, et puis il en plante un deuxième après sur des passes courtes pour pilonner sur l'embut. Vraiment il nous fait une première très grosse mi-temps. On a eu très très peur forcément du côté de Toulouse, parce que ce retournement où il a essayé de planter le poireau, Teddy Thomas sur son homologue montpelliérain, était assez un peu flippant. Alors je l'ai regardé aussi au ralenti parce que c'était intéressant de savoir comment est-ce que d'un coup en fait le mec s'est retrouvé la tête à l'envers. En fait il a essayé de le plaquer en lui soulevant la cuisse, et le mouvement, parce que le mec en fait a voulu avancer, et voilà, on est sur de la physique pure et simple. Le mouvement a fait que il s'est aussi, voilà, il a aussi contribué dans sa poussée à se faire retourner. Là l'intelligence de jeu de Teddy Thomas a été de le garder en l'air, d'attendre le coup de sifflet de l'arbitre, le reposer délicatement au sol tel un petit enfant de 2 ans. Mais ouais, ça aurait pu être un tournant dramatique pour Toulouse s'il y avait eu carton, voire plus. Alors évidemment, déjà à ce moment-là, ça crie au scandale de l'autre côté de l'Occitanie, parce qu'on rappelle aussi que c'était la finale du top 14, mais la finale occitane. Là, ça crie déjà au scandale en réclamant la tête de Teddy Thomas. Bon, en soi, il est pas tombé encore il est pas tombé sur la tête et sur les épaules. Donc il l'a gardé en l'air, le geste est dangereux, mais le geste est sécurisant aussi.
Donc voilà. Donc oui, forcément là à la mi-temps t'as 25-3, 25-6. Là tu te dis que c'est quand même bien parti. Toujours faire attention parce qu'une deuxième mi-temps ça se maîtrise aussi, mais effectivement 3 essais à 0 sur ces premières 40 premières minutes pour Toulouse, ultra prometteur et on se dit ça y est, il y a déjà un pied sur le bouclier. Allez, 41 minutes et petite surprise de Montpellier et le 10 avec un up and under, le 11 fait son taf et le centre remplaçant pour Vincent va le marquer, c'est 25-13. Et encore un coup de pied à suivre, Lebel n'arrive pas à contourner le talonneur qui est étrangement rapide. Lebel est sifflé pour un carton jaune qui, je comprends, mais c'est un peu difficile à expliquer. Apparemment, ça ne méritait pas un essai de pénalité non plus. Toulouse garde la tête froide et s'échappe. Willis va gratter un ballon, Meafou va gratter un ballon, mais c'est chaud pour Toulouse. Heureusement, Dupont est là à plusieurs reprises, right time and right place. Ntamak ajoute 3 points, mais Toulouse n'est pas tranquille. J'ai l'impression que la pluie va aider Montpellier car ils jouent plus avec leurs avants. Willis est trop fort sur les grattages, Montpellier aussi, béconné cette fois-ci. Toulouse est à 15 à nouveau, mais tous les yeux lèvent au ciel car c'est l'orage qui va mettre un stop au jeu pendant environ 15 minutes. Pour recommencer, gros mêlée de Montpellier, mais en avant, Liokoli maintenant le fin de passe et le joli course, 28-20. Donc ça fait 8 points d'écart avec 16 minutes à jouer. Dupont va partir, Gourge, Graou sont là, Ramos aussi, mais j'ai oublié de dire, peut-être car il n'a pas encore brillé. Montpellier encore difficile à gérer, Marchand galope, mais le 22 blanc est très en jambes. Toulouse contre une touche pour une fois, ils sont chanceux sur la prochaine. Dupont va remplacer Ntamak, 5 minutes à jouer, tout le monde est fatigué, surtout les avants sur les deux équipes. Il y a des crampes, il faut des bananes, mais il y a une seule équipe qui va garder le sourire pour sa fin de match, et ça va être Toulouse, victorieux 28-20 contre un Montpellier très vaillant. Ouais, Montpellier retourne complètement la situation en deuxième mi-temps. Il y a pas pire scénario que de se prendre un essai à la 41e. Toulouse a quand même l'habitude de répondre assez rapidement. Et puis en fait, on va avoir 23 minutes de blackout. Alors je sais pas si c'était l'orage, mais clairement ça a joué sur la prestation des Toulousains. Il y a ce carton jaune, alors très controversé, depuis 24 heures, ça n'arrête pas sur les réseaux. N'hésiterez pas à nous donner votre avis quand le podcast sera publié, savoir s'il y avait véritablement carton jaune pour Mathis Lebel, si ça méritait pas plus avec un essai de pénalité, si finalement c'était pas le Montpellierin qui aurait dû être pénalisé. Cette action, elle est très litigieuse parce que dans le détail, il y a le Montpellierin qui pousse Mathis Lebel pour l'empêcher d'avancer, il y a Mathis Lebel qui s'accroche à lui alors qu'il a pas le ballon, il y a le ballon qui touche le poteau et donc il est en touche, et il y a Mathis Lebel qui là, on avait beaucoup de manque de lucidité de la part de certains joueurs hier qui pousse le ballon pour aplatir alors que le ballon est encore dans le terrain et va en touche. Ce qui fait faire un en avant et on donne l'impression que Mathis Lebel fait mauvais geste en jetant le ballon. Mais donc en fait, il y a rien qui va des deux côtés. Mais si on part vraiment du début de l'action, on est quand même au départ. Regardez le détail, le pilier Montpellierin met quand même un sacré coup d'épaule à Mathis Lebel pour l'empêcher de rattraper le ballon. On est quand même pilier contre ailier. Je pense que Lebel a quand même quelques petites pointes de vitesse. Et puis va s'enchaîner un deuxième essai de Montpellier à la 63e, et là clairement l'ambiance devient irrespirable au Stade de France. C'était très très tendu. Il y avait très peu de supporters de Montpellier par rapport à l'armada rouge et noir, donc ça a été pendant à peu près 10 minutes un espèce de temps mort et d'ambiance très très électrique, jusqu'à ce qu'on s'approche petit à petit des 80 minutes, et puis en étant quand même à plus d'un essai transformé d'écart, 8 points, ça joue aussi sur une physionomie de match. Quand tu sais que tu dois marquer une pénalité ou un essai transformé, là 8 points, ça voulait forcément dire marquer 2 fois, quelle que soit la manière. Et puis voilà, finalement jeu de main, jeu de Toulousain, ça reste pour la 4e fois à Toulouse. C'est la 2e fois dans l'histoire de Toulouse après la génération dorée où il y avait eu Émile Ntamak au milieu des années 90, qui a un 4e sacre. Donc félicitations les Toulousains, la hiérarchie est respectée. Premier du classement, champion de top 14, 2e du classement, médaille d'argent. Ouais, en fait, t'avais l'impression à la fin de ce match que Toulouse était pas super content de leur match, parce que quand même ils avaient peur à la fin, que Montpellier
quelque part, ils étaient quand même plus ou moins contents avec leur match parce que ils ont prouvé qu'ils méritaient d'être là et d'être présents. Et moi-même personnellement, j'étais surpris en fait de les voir aussi présents et aussi peut-être pas surpris au niveau de bataille physique, mais franchement, mais il faut au début qu'ils jouent un petit peu le jeu, mais en fait non, ils étaient vraiment là. Ils étaient là, pas là pour jouer non plus. Ils étaient là pour plaquer et faire mal. Je trouve les Montpellier. Donc bravo à eux, je trouve dans cette sens-là. Oui, puis de toute façon, alors après, on pouvait certains espérer la branlée de la semaine dernière en demi pour Toulouse. Oui, c'est toujours très satisfaisant de voir l'équipe que tu supportes mettre une tollée comme on avait pu le vivre entre Toulouse et Bordeaux. Après, ça met aussi un petit peps de stress et d'enjeu jusqu'au bout. 20-28, ça reste quand même un score très serré, surtout après cette incroyable deuxième mi-temps de Montpellier. Et puis surtout, dans les faits, la deuxième mi-temps sur le score, elle est pour Montpellier. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Et ouais, ils peuvent être fiers d'eux, mais ça, tu pourras le dire à n'importe quel mec ou quelle meuf qui perd sa finale. Ce qu'ils vont garder en tête, c'est la médaille qui est pas de la bonne couleur. Ouais, petit pensée aussi pour Vincent, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il était sur l'équipe de France pendant un petit bout de temps, après beaucoup de blessures. Je me souviens de la dernière fois aussi quand il s'était en finale, il était blessé au début de la match et là même chose début en premières 15 minutes, ils ont passé par Picardo qui a bien joué aussi. Mais Vincent, c'est un joueur que j'aimerais bien revoir sur l'équipe de France si possible, qui a brillé pour Montpellier. Bah il y avait quand même le 11 Ngadebe si je prononce bien, Nicolas. Verhaeghe aussi était très présent. Nucci, je trouvais qu'il était bien aussi, mais bon voilà, c'est bien sûr les Toulousains. Mais en fait, c'était pas un espèce de match où tu dis il y a un joueur qui a vraiment brillé, sauf Willis. Combien de ballons il a gratté? 4 peut-être. Combien de plaquages? Je pense 12. Toujours au bon moment. Toujours sur des. Ah oui. Ouais. En fait, c'est un jeu de, il est fort, mais il est flexible. En fait, tu vois qu'il y a, je sais pas bien combien de centaines de kilos qui arrivent sur lui à 25 km/h. Boum, mais il est assez flexible pour le prendre. Et c'est complètement incroyable. Non, alors pour le coup, ouais, Jack Willis a été un monstrueux hier soir de réalisme, de leadership, de démonstration, enfin, en fait, un mec comme ça ne peut que donner de l'engouement pour ses coéquipiers. T'en as un sur ton terrain qui est en train de jouer comme ça, tu te dis en fait il faut que je me mette à son niveau, je peux pas jouer à moitié, je peux pas me défiler, enfin et il a été incroyable. Au-delà de ses grattages, il les fait surtout à des moments très importants où les Montpelliérains s'approchaient quand même près des lignes toulousaines. Donc magistral, comme la demi la semaine dernière, il est élu homme du match, donc là homme de la finale, c'est amplement mérité et je ne doute pas que dans la presse anglaise, qu'on sait qu'ils sont très regardants de ce qui se passe dans le top 14, qui pour beaucoup est le meilleur championnat national au monde, je ne doute pas que la prestation de Jack Willis sur ses phases finales, sur son année encore à Toulouse, va créer du débat sur la sélection des Anglais, qui ne peut pas se faire si l'on ne joue pas sur le championnat anglais. Alors j'ai envie de vous dire, donnons-lui la nationalité française et il sera avec nous à la Coupe du Monde et le débat sera clos pour tout le monde. Oh wow, je sais pas quoi penser par rapport à ça quand même. Tu invites un Anglais sur l'équipe de France, c'est un premier instinct sur Pack the Pot, je pense. Exactement. Non mais c'est vrai. En vrai, tu peux pas. Tu peux pas ne pas encenser Jack Willis. Il est incroyable à regarder, à jouer sur un terrain. Enfin, il y a pas quelqu'un, il a pas un seul détracteur en fait qui peut même les mecs en face. Tu peux pas critiquer le jeu de Jack Willis. Enfin, il est vraiment, mais enfin c'est un régal à regarder quoi. Donc oui, il a encore été magistral hier et c'est aussi ces mecs de l'ombre. C'est-à-dire que oui, il marque pas, ça lui arrive de marquer, mais hier il marque pas, mais il permet de sublimer les autres et c'est ça que je trouve le plus beau dans le rugby, c'est quand t'es capable de sublimer tes coéquipiers. Tout à fait. Bah écoute, c'était pas le seul final du week-end. Je te propose que tu nous expliques qu'est-ce qui est arrivé dimanche. Et oui, on l'avait déjà dit, il y avait la finale d'élite 1 aussi, qui était diffusée en clair sur Canal+, 18h dimanche, du côté d'Aguilera à Biarritz. Donc j'ai évidemment regardé la finale entre les Lyon bordelaises, tenantes du titre depuis 3 saisons déjà, et Clermont qui ont l'équipe qui a fini première de la phase régulière du championnat et qui espère un autre titre depuis celui glané en 2020.
2021. C'était pas spécialement un bon match à regarder. Je t'avoue que j'étais un peu déçue de la prestation de certaines joueuses. Alors on va pas faire de plus de suspense que ça, hein. C'est Bordeaux qui a gagné le match, mais beaucoup de déchets du côté des Bordelaises. Madou Soufal a été monstrueuse aux impacts, mais elle a fait autant d'impact qu'elle a fait d'en avant. Donc, j'ai été très déçue de sa prestation. Vous avez la pilier gauche de Bordeaux, Maëlys Malagui qui a été monstrueuse. Cette petite est déjà repérée dans les équipes de France jeunes, parce qu'elle a 19 ans il me semble. Je vous l'annonce, d'ici 1 ou 2 ans elle est chez les grandes. Elle a fait une prestation magistrale. Je pense de mémoire qu'ils l'ont sortie à la plus de 70e. Et quand on voit toute l'activité qu'elle a eue sur le terrain aujourd'hui, impressionnante. Donc les Bordelaises sont de nouveau championnes. Alors j'ai regardé un peu ce qui se disait sur les réseaux. Alors les Clermontoises ont eu du mal à concrétiser. C'était aussi très fort en engagement, beaucoup de plaquages haut. J'étais très surprise par la souplesse de l'arbitrage qui pourtant avait le droit à la vidéo. Alors il y a déjà un mini scandale qui est en train de se faire sur un tête contre tête d'une joueuse bordelaise sur une joueuse clermontoise. La joueuse clermontoise ne va même pas rentrer sur le terrain et la bordelaise ne se sera pris qu'un carton jaune alors qu'on a le ralenti et qu'on a tête contre tête. Alors pire, vous avez en plus même Morgane Bourgeois qui lui met un coup d'épaule dans la tête dans la foulée, donc la prouve en a pris 2. Donc ouais, voir comment cet accès à l'arbitrage pour des arbitres d'élite 1 qui n'ont pas l'habitude, est-ce que ça voudrait pas dire, voilà, sur toutes les phases finales d'avoir accès à l'arbitrage vidéo. Là, il y a quand même quelques décisions qui étaient litigieuses à mon goût. Je trouvais ça certains plaquages vraiment dangereux et je suis étonnée que on ait laissé les choses faire telles quelles. Donc il n'y a pas que les Toulousains qui qui écrivent l'histoire ce week-end avec un 4e sacre d'affilée. Les Bordelaises le font également et voilà, donc c'était ça restait quand même une belle finale. Le tenant du titre contre la première. Petit bémol aussi, c'est l'affluence dans le stade d'Aliguera. Tribune principale blindée, vraiment de chaque côté. Les Auvergnats et les Bordelais ont fait le déplacement dans les Landes, mais la tribune en face était très clairsemée. Alors se pose la question de qu'a fait la FFR pour y pallier. A priori pas grand chose. On aurait peut-être pu inviter les écoles de rugby, on aurait peut-être pu inviter, en tout cas faire peut-être plus de promotion de ce match-là, ou alors, et je l'avais déjà dit l'année dernière pour l'avoir vécu en tant que finaliste, peut-être arrêter de décaler cette finale d'élite 1 et de ne pas permettre que les 7 finales féminines aient lieu le même jour comme c'était le cas déjà depuis plusieurs saisons. Donc si vous voulez du monde à la finale d'élite 1, permettez à tous les amateurs du rugby féminin tels que moi que je joue, mais aussi tous les amoureux du rugby féminin, d'aller voir en fait les 7 finales sur la même journée, parce qu'aller taper à Biarritz et traverser la France pour une phase finale, c'est un peu loin. Ouais. Donc c'est mon petit coup de gueule. Mais je l'avais déjà fait l'année dernière, tu t'en souviens? T'as raison. C'est marrant parce qu'on a voyagé tous les deux. En fait, j'entends derrière toi, si nos écouteurs se demandent, en fait, c'est les tempêtes de Paris ils t'ont suivi, parce qu'aujourd'hui là je suis dans un hôtel à Paris. J'ai choisi, je sais pas pourquoi, mais j'ai choisi un truc entre le périph et le A3, mais littéralement tu vois le pire petit truc. Mais voilà, mais il fait assez beau à Paris, il fait pas 40 degrés comme la semaine dernière, mais apparemment le pluie t'a suivi jusqu'à Toulouse. En fait, je pense que l'orage a suivi le train des Toulousains qui est arrivé cet après-midi, et ça a été la grosse désillusion pour les supporters, puisque la présentation du bouclier, qui est toujours un moment incroyable à vivre place du Capitole, prévu à 20h, a été annulé à cause de la canicule. Ah zut. Alors okay. Ouais, exactement. Donc il y a pas de présentation. Les joueurs sont arrivés à la gare Matavio avec quelques centaines de supporters qui lui ont fait une aide d'honneur, donc c'était chouette. Et malheureusement, au lieu d'aller directement à la mairie et à la très célèbre salle des illustres, les Toulousains sauront de quoi je parle, ils sont allés au stade Ernest Vallon pour fêter ça en comité avec les familles, les amis. Mais il n'y aura pas de présentation de bouclier. Alors pour de vrai, ça aurait été très dangereux, parce que on a eu un boom tout à l'heure et Ticket a même sursauté depuis Paris pour entendre l'orage qu'il a entendu dans ses écouteurs. Mais vraiment, ça a tombé fort là déjà depuis 17h, ça aurait vraiment été très dangereux.
double sentence, non seulement la soirée est annulée, mais n'est pas reportée, puisque les contraintes des joueurs ne permettent pas en fait de présenter le bouclier plus tard dans la semaine, parce qu'on le sait, certains partent déjà pour l'Australie, et puis on va les laisser aussi se reposer et partir en vacances. Donc on croise les doigts pour que à la fin de l'été, avant la reprise du top 14, il y ait peut-être quelque chose d'organisé. Certainement au club, c'est une certitude lors du premier match à domicile, mais malheureusement, c'est pas la fête à Place du Capitole comme c'était prévu. Et là, je pense que c'est une immense déception pour certainement, généralement, c'est entre 10 et 15 000 personnes. Enfin, en tout cas, déjà samedi soir, c'était la folie. Ça aurait été certainement la même ce soir. C'est marrant, ça me fait penser à des New York Knicks. En fait, je suis un très grand fan d'un YouTuber qui s'appelle Casey Neistat, qui fait des super vidéos sur qu'est-ce que c'est de vivre à New York. Il fait ça de manière magnifique. Et en fait, il a filmé qu'est-ce que c'est, en fait, tous les masses de fans qu'il y avait pour les Knicks pour leur première victoire depuis 53 ans. Peut-être c'est un peu moins grand aussi la fête après quand t'as fait 4 ans à la suite, par rapport à 53 ans d'attente. Et aussi, bien sûr, le masse de personnes qui habitent, les millions et les millions qui habitent à New York. Mais c'était fou de voir le joie de juste avoir une petite une petite vue sur les joueurs dans leur car là, mais c'était vraiment magnifique. C'est aussi la beauté du sport et la beauté d'une ville qui suit son sport comme ça. Je trouvais ça vraiment magnifique. Bah écoute, pour finir, on a quand même les U20 qui jouent en ce moment. Et oui, c'est la Coupe du Monde des U20. Alors, quand on pense Coupe du Monde, on pense tous les 4 ans. Et ça, c'est l'immense chance qu'ont ces jeunes, c'est de la jouer tous les ans. Alors, tu la joues pas dans les fêtes tous les ans, puisque t'es sélectionnable 2 voire 3 ans max si t'es surclassé. Mais le mois de juin marque toujours le début de la Coupe du Monde des U20. Et ça a démarré ce week-end. Et nos petits Français ont fait une très bonne entame en battant les Fidji 45-15. Donc on souhaite évidemment un très très bon championnat à nos U20. On sait que c'est toujours en plus une manière pour eux de briller et de se faire repérer. Certains deviennent professionnels après ces championnats et se font recruter par les plus grands clubs de top 14 et de Pro D2. Et puis forcément ils ont à cœur aussi de remporter ce championnat que la France a déjà eu à plusieurs reprises. En tout cas le trophée n'a pas été soulevé depuis 2023 et on espère que ce sera pour cette année pour nos Frenchies. Donc, ils ont démarré avec la victoire contre Fidji 45-15. Après, c'est contre l'Espagne. Ça va être le jeudi 2. Et le mardi 7, ça va être contre Australie. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien dans les poules pour aller plus loin dans les playoffs. Oui, ça devrait être quand même une poule assez accessible. Alors, ça va direct en demi, donc il faut s'assurer une première place de poule, parce qu'après, il n'y aura que le meilleur deuxième qui rejoindra les demi-finales. T'avais un autre mot aussi pour un autre finale. Ouais, alors le rugby en fait est pas totalement fini. Vous avez encore des matchs, ça devrait tout se terminer le week-end prochain dans le rugby amateur. Et j'avais une petite pensée pour les cadets à la Mercerie, qui ancestralement font leur finale en ouverture de la finale du top 14 au Stade de France. Donc programmé à 17h30, c'est vraiment l'apothéose pour ces gamins qui ont 15-16 ans et qui en plus de vivre leur finale, la jouent au Stade de France avant les grands. Et elle devait opposer le Castres athlétique de Bordeaux et le Stade toulousain. Et malheureusement, les jeunes ont appris jeudi que leur match était annulé pour cause de canicule. Ils n'ont pas obtenu la dérogation de la préfecture de Saint-Denis, qui leur a refusé l'accès au terrain. Alors pour des raisons qu'on connaît, et effectivement il a fait extrêmement chaud, donc leur finale est reportée. Doublement triste parce que tu la joueras pas au Stade de France. Et moi j'ai forcément une pensée pour Ismaël Quito, pilier gauche du Stade Toulousain que j'ai en élève en seconde dans mon lycée, et qui a priori devrait rater ce report de finale parce que ce jeune homme a rejoint la métropole cette année. Il est originaire de Nouvelle-Calédonie et il était prévu qu'il prenne l'avion lundi pour rentrer chez lui et passer l'été sur son île. Et j'ai bien peur qu'il rate cette finale. Donc je suis vraiment dégoûtée pour ces jeunes parce que ça devait être un moment magique. Et je suis très très triste pour Isma parce que ta première année au Stade Toulousain, première année en métropole, bam, finale, et puis finalement non seulement tu la fais pas, mais en plus tu vas la rater. Donc si un petit miracle se produit, j'espère qu'il pourra la jouer, mais a priori ce report va lui être un peu fâcheux.
T'as raison, il y a encore un peu de rugby, parce qu'il y a quand même le Coupe des Nations pour nous bleus à nous. Il y a Nouvelle-Zélande contre France et c'est bientôt, c'est le 4 juillet et ça s'approche d'une vitesse incroyable en fait. C'est assez dingue. J'ai l'impression que normalement on a un peu plus de temps entre le final et ces matchs d'été. Par la suite, il y aura le 11 juillet Australie contre France et après Japon. Donc voilà, c'est les 3 matchs en 3 semaines ici en juillet. Au niveau de Pack de Pot, on va essayer le minimum de faire voire 2 épisodes pour couvrir tout ça, parce que c'est quand même un grand plaisir de voir ces joueurs, parce qu'il y a quand même, comme on a dit la dernière fois, il y a Penaud qui revient, il y a un peu de nouvelles. J'ai entendu que Gaël Fickou, il a parlé avec le coach, ils ont décidé de pas ce serait mieux qu'il reste avec la famille. Donc voilà, il est en discussion. Je suis content pour Fickou. Donc voilà, et apparemment il y a pas mal de finishers, on va dire finishers qui étaient dans les finalistes, qui seront là aussi. Oui, effectivement, on le savait qu'il restait 9 places. Chose assez étonnante, on aura la charnière Dupont Ntamak. Les garçons ont clairement demandé en fait à rejoindre cette sélection. Ntamak a évoqué que lui en fait, il a jamais connu la tournée d'été et qu'il a envie de vivre ça et de découvrir l'Australie. Donc je trouve ça trop chouette. Et puis on a aussi Dupont qui a demandé lui aussi, alors certainement frustré d'avoir avec sa blessure avoir raté quelques matchs, peut-être aussi besoin de se mettre en confiance, on va en parler de plus en plus, mais on arrive à 1 an avant les échéances de la Coupe du Monde, donc chaque prestation internationale va aussi donner du galon et donner de la confiance à ces joueurs qu'on espère briller dans 1 an. Bon, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, allez, bonne continuation et bon démarrage d'été quand même. Maintenant que t'as gagné des prix et tout ça, t'étais en studio, etc. C'est très bien. C'est très bien tout ça. Continue. Merci. Moi, on va souffler un peu. Il reste officiellement 1 semaine avant les vacances, avec les grandes vacances. Mais on va réfléchir à tous les futurs projets. Et avec Pack de Pot aussi, je l'espère, on ambitionne de très grandes choses. On aura le temps de vous en reparler. Exactement. Allez, à très bientôt tout le monde. Bon, au revoir tout le monde et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux, sur Insta, et de nous commenter votre propre perception de cette finale. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. On sera ravis de réagir avec vous. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.